Ouais. Et pour cause, parce que je vais vous poser des questions et alors attendez, ça me fait quelque chose d'étrange. Ça n'est pas ça que je veux voir. On va y arriver. Voilà, donc voyez-vous tous une image en grand. Il n'y a pas les outils de PowerPoint ni de colonnes sur le côté. Oui. C'est Oui, l'image en entier. Voilà. Donc, merci à vous d'être présents ce soir. Et donc, comme disait Claude, en fait, cette image, cette sculpture en bois, je vous l'ai mise. En fait, c'est une photo que j'ai prise au Vanuatu. Et ce qui m'a plu, alors c'est ce qu'ils appellent un totem là-bas. Ce qui m'a plu, c'est le poulpe, qui est un animal qui est très apprécié. Et je me suis dit que c'était une belle statue pour vous introduire le cours de ce soir sur un groupe que nous aimons tous énormément. Et dont vous voyez au centre de cette photo deux autres spécimens d'une autre espèce. Alors, ce ne sont pas un poulpe, en fait, ce sont deux sèches qui font elles aussi partie de la grande famille des mollusques. Alors, les mollusques, eh ben, c'est un embranchement, c'est peut-être celui qui est le plus connu et le plus aimé des plongeurs. C'est vrai que bah, dès qu'on en voit sous l'eau, on s'arrête tous. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je m'arrête tout de suite, quel que soit le mollusque rencontré. Et c'est un groupe aussi qu'on aime énormément parce qu'il y a une très grande diversité de formes et de couleurs. Vous allez le rencontrer partout, absolument dans tous les biotopes aquatiques, à toutes les profondeurs. Donc, vous allez rencontrer au niveau de l'estran, dans la zone des faibles profondeurs, mais vous allez les rencontrer dans les plaines abyssales, dans les grandes fosses océaniques à plus de 10 000 mètres de fond. Vous allez les rencontrer dans l'herbier, dans les rochers, sur les tombants, en pleine eau, partout, absolument partout. Et donc, il n'y a pas une seule plongée que vous pouvez faire sans rencontrer de mollusques, si vous prenez juste la peine d'ouvrir les yeux. Et c'est un embranchement qui est extrêmement important. À ce jour, il y a plus de 117 000 espèces qui sont connues et décrites. Et bien évidemment, il y a toutes celles qu'on n'a pas encore identifiées et décrites. En fait, à chaque grande campagne du muséum, on en découvre encore à l'heure actuelle. Alors, toutes les espèces qui sont connues sont classées euh, dans 8 classes. Alors, les noms, vous n'avez pas à les apprendre, ce sera pour plus tard, quand vous ferez votre niveau 2. Mais voilà, vous les avez déjà sur ce support. Alors, il y a ce qu'on appelle les solénogastres, les codophovéates, les monoplacophores, les scaphopodes, les polyplacophores, les bivalves, qu'on appelle aussi lamellibranches, les gastéropodes et les céphalopodes. Alors, nous, ceux qu'on connaît le plus, ça va être les bivalves, les gastéropodes, les céphalopodes. Les deux premières classes sont maintenant regroupées dans une seule grande superclasse qu'on appelle les aplacophores. Donc, je vous en dirai quand même un tout petit mot. Mais vous, en tant que plongeur, ça va être surtout les 5 dernières, scaphopodes, polyplacophores, bivalves, gastéropodes et céphalopodes, que vous allez pouvoir observer en plongée. Alors, bah voilà le plan que je vais suivre un petit peu aujourd'hui. Donc, après cette courte introduction, on va refaire un petit tour du côté de la classification.
Ça, vous l'attendez tous avec impatience. Je vous taquine. Ensuite, on va voir quelles sont les caractéristiques communes à toutes les classes de mollusques. Et puis ensuite, on fera un petit zoom. Alors là, je vous ai mis sur les 5 classes, mais voilà, je vous montrerai quand même un exemple des 3 autres, même si on ne les rencontre pas. Mais si vous faites un tour au muséum ou si vous regardez dans les livres, en fait, bah, vous trouverez des exemples, donc autant vous en dire un petit mot ce soir. Et on verra jusqu'où on va, parce que je me suis rendu compte en préparant ce cours que c'est vrai que les mollusques, c'est vraiment un groupe, un embranchement qui est extrêmement riche et on peut en parler pendant des heures. Donc, bah, je crains fort qu'on doive s'interrompre peut-être, voilà, on fera 1 heure et demie, 2 heures et puis on verra où on s'arrête, mais je pense qu'on va s'arrêter au bivalve et on gardera peut-être les gastéropodes et céphalopodes pour la semaine prochaine. Donc, pour que ce soit pas trop en une seule fois. Alors, si je reviens à cette classification que je vous ai envoyée, bah, si on suit cet arbre, vous avez les mollusques qui sont ici, dans, dans l'arbre phylogénétique. Et en le reprenant depuis la base, bah, vous allez voir ce qu'est un mollusque. C'est tout simplement un eucaryote. Donc, je vous rappelle, un organisme vivant dont les cellules ont des noyaux. Métazoaire, donc c'est un animal. Triploblastique, donc là, je vous ai du coup entouré parce que apparemment le petit trait pointillé que je vous avais mis la dernière fois sur la figure, euh, vous avez un petit peu perturbé. Donc là, du coup, j'ai fait un cadre en pointillé qui englobe tous les animaux qui sont considérés comme des triploblastiques. Ça veut dire que leur embryon a 3 feuillets, un feuillet externe, un feuillet interne, et puis entre les deux, vous avez un autre feuillet qui n'est pas entre guillemets de la gelée, contrairement aux éponges, aux cnidaires ou aux cténophores, qui eux sont du coup des diploblastiques, donc avec un feuillet externe, un feuillet interne et de la gelée entre les deux. Les triploblastiques, en fait, ce sont 3 feuillets différents. Et dans celui qui est à l'intérieur, en fait, vous allez avoir les vrais tissus. Donc, qui dit vrai tissu dit des organes bien différenciés. Donc, un estomac, des branchies, voilà, des cellules reproductrices, etc., etc. Donc, qui dit vrai tissu, on parle de métazoaires, alors les vrais animaux. Donc, ne veut pas dire que les éponges, les cnidaires et les cténophores ne soient pas de véritables animaux. Ce sont des animaux, mais voilà, c'est le nom qui leur est donné, métazoaires, pour dire que ils ont vraiment des cellules différenciées. Et puis, si vous continuez bilatérien, donc symétrie bilatérale, protostomien, au moment de la formation de l'embryon ou des larves, si vous vous souvenez, protostomien, c'est la bouche qui se forme en premier et l'anus en deuxième, Mm. des larves cocophores, et enfin, nous arrivons à nos mollusques qui vont avoir des caractéristiques vraiment spécifiques qui vont être ce qu'on appelle un manteau et une radula. Donc, on verra ça. Donc, si on vous demandait à partir de l'arbre, qu'est-ce que c'est un mollusque? Bah, c'est un eucaryote, eumétazoaire, bilatérien, protostomien, passant pour les mollusques qui ont un stade larvaire par une larve trochophore. Et on verra tout à l'heure que tous les mollusques n'ont pas forcément un stade larvaire. Certains n'en ont pas, notamment les poulpes, les seiches, les calmars. Et leur spécificité, c'est d'avoir un manteau et une radula. Alors, la larve trochophore, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vous rappelle, en fait, c'est une larve nageuse planctonique particulière. En fait, elle est en forme de toupie. Et comme elle a une petite couronne de cils
que vous voyez ici en position équatoriale, ces petits cils en s'agitant. Donc, elle a un comportement rotatif qui la fait ressembler à une petite. Et donc, ça tourne comme une roue, d'où son nom de trochophore. Alors, si je viens maintenant aux caractéristiques communes des mollusques, la première, la symétrie bilatérale. Alors, comme vous avez dû tous l'observer, cette symétrie bilatérale, elle peut être fortement altérée chez certains gastéropodes. Donc, ce qu'on appelle les gastéropodes, on verra ça plus tard, mais ça va être un petit peu, entre guillemets, tout ce qui est limaces de mer ou l'équivalent de nos escargots. Donc des escargots, entre guillemets, escargots marins. Et puis chez certains bivalves également, elle est altérée. Donc là, je vous ai mis un exemple de gibule qu'on appelle aussi troque cendrée. Et vous voyez que on n'a pas de symétrie bilatérale. En fait, vous allez ici avoir l'orifice, l'opercule, où il y a l'opercule de l'animal. Et même si on peut voir quand même une symétrie, en fait, il y a nulle part où vous pouvez faire passer un axe ou de chaque côté, enfin, ou un plan plutôt, faire passer un plan de chaque côté du ciel, en fait, vous aurez exactement la même chose. Et si vous regardez à l'intérieur de la coquille, telle qu'elle est construite, en fait, vous n'avez pas de symétrie bilatérale. Donc, cette symétrie bilatérale, qui est pourtant une caractéristique des mollusques, ce sont des bilatériens. En fait, elle est très faiblement altérée chez les gastéropodes et chez les bivalves. Alors, une autre caractéristique commune importante, c'est la présence d'une coquille. Là encore, il y a des exceptions. Les limaces de mer, qu'on appelle aussi nudibranches, et les poulpes sont des mollusques qui n'ont pas de coquille. Tous les autres en ont une. Alors, cette coquille, alors là aussi, je vous ai mis un exemple de limace de mer pour ceux qui ne seraient pas familiers. Alors, là, j'ai gardé un exemple de Méditerranée. Euh, c'est ce qu'on appelle la godive orange, la Dandys banulensis. Tout simplement parce qu'elle a été décrite à Bagnols-sur-Mer. Enfin, les premiers spécimens ont été décrits à Bagnols-sur-Mer. Et c'est vrai que là-bas, on en voit énormément. Elle peut faire facilement 3 centimètres de long. Donc, ce type de limace de mer n'a pas de coquille. Et puis, ici, vous avez une photo de poulpe commun qui, lui aussi, n'a pas de coquille. Tous les autres, Les, oui, les sèches ont non? Les oui, sèches ont des coquilles? j'y viens, D'accord. j'y viens. Ok. Le plus souvent, la coquille, elle est externe, comme ma photo de gibule ici. Elle est externe dans le cas, par exemple, des moules ou du nautile. Euh, Dans le cas des calmars, des seiches et des aplysies, les aplysies sont les lièvres de mer, vous avez une coquille qui est interne. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle... alors attendez, j'ai un souci avec ma souris qui ne veut plus marcher. Attendez. Voilà. Voilà, est-ce que là, vous la voyez, je viens de passer au trackpad. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle euh, un os de calmar qui ressemble plutôt à une plume. On appelle ça une plume. Et ici, vous avez un os de sèche. On en rencontre souvent dans les laisses de mer, à l'estran, à marée basse. C'est ce qu'on donne aussi aux oiseaux pour qu'ils aient du calcium. Donc, en fait, c'est une coquille, entre guillemets, qui est interne, qui est recouverte par le corps de l'animal. Et ici, vous avez une aplysie où on aperçoit ici aussi sa coquille. Alors, la plupart du temps, alors ça, c'est une aplysie qu'on voit plutôt en hexagone, côté Atlantique. Les aplysies, nous, qu'on verra
aux Antilles, elles ressemblent plutôt à celle-ci. Et en général, en fait, alors, on verra pas leur coquille. C'est si vous tombez sur un individu qui est mort, vous pouvez essayer d'écarter un petit peu les bords du manteau au niveau du dos. Et là, on devrait pouvoir voir la coquille. Et, euh, et en fait, voilà, quand on écarte un peu les rebords, voilà, ça ressemble un peu à une valve qui va pas recouvrir entièrement tout le corps de l'animal. Et en fait, c'est vrai que si on pouvait le toucher, on sentirait que c'est rigide et pas complètement mou. Alors, bon, n'allez pas toucher un lièvre de mer. Bon, le pauvre, il apprécierait pas trop. Mais voilà, si un jour vous tombez sur un individu qui est mort, vous pouvez essayer de regarder. Euh, un autre type de coquille que vous allez rencontrer aussi chez les mollusques, ça va être parfois sous forme de plaques. Donc là, vous avez un exemple. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ce qu'il y a ici, ce que je suis en train de souligner avec ma flèche, et je vous ai zoomé. Bah, C'est un piquant. c'est un kython. Et donc, lui, en fait, ce sont des plaques articulées. Et, euh, et donc, voilà, tout le corps de l'animal est entièrement recouvert par cette coquille. Et puis, ce qu'il y a aussi dans certains nudibranches, donc dans certaines limaces de mer, vous avez des petits spicules. Donc, ce sont comme des petits bâtonnets rigides qui permettent de rigidifier le corps de l'animal. Mais ça n'est pas chez tous les nudibranches, c'est seulement chez certains. Et ces coquilles, en fait, elles sont constituées à plus de 90% de cristaux de carbonate de calcium. Donc, c'est une forme, un cristal particulier, on le trouve sous forme d'aragonite. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la structure dans laquelle vous allez retrouver les atomes de calcium, carbone et d'oxygène. Donc, il y a différentes. Enfin, le carbonate de calcium peut se retrouver sous différentes formes cristallines et celle que vous allez euh, trouver chez ces animaux, donc c'est une forme organique qui s'appelle l'aragonite. Et ces cristaux sont cimentés par une matière organique qu'on appelle la conchyoline, qui sont des protéines fibreuses. Donc c'est ça qui va faire le liant, en quelque sorte, et faire que vos coquilles sont des corps solides et qui ne vont pas se désagréger facilement. Sauf si, bien sûr, bah, vous mettez de l'acide dessus, puisque l'acide dissout le calcaire. Donc, je suis en train de penser à ce que m'a dit une amie plongeuse. Bah, je crois que c'est toi, Lynn, l'autre jour, en fait, pour nettoyer un coquillage, surtout de faire attention de ne pas mettre trop de vinaigre dessus. Dès que ça fait des bulles, d'arrêter, parce que ça dissout le calcaire, le vinaigre, en effet. Et ces coquilles, en fait, elles sont recouvertes chez de nombreuses espèces par une fine couche cornée qu'on appelle le périostracum. Et chez certaines espèces, vous avez aussi un petit film, comme un petit mucus, en fait, un petit film extrêmement fin qui peut recouvrir en plus de la couche cornée. Alors, une autre caractéristique, alors là, je vous ai mis un exemple de gastéropode. En fait, c'est ce qu'on appelle une tylodine. Alors, elle, on va la rencontrer surtout en Méditerranée. Elle est sur son aliment préféré, qui est une éponge jaune. Et ce sont les pigments de l'éponge, d'ailleurs, qui donnent la couleur à ce gastéropode. Donc, si vous voulez le rencontrer, si vous allez plonger en Méditerranée, vous cherchez ces éponges, il y a de fortes chances que vous trouviez ce petit gastéropode. Et si je vous l'ai mis en exemple,
C'est pour vous montrer le corps et tous vos mollusques ont un corps mou recouvert de mucus. Ce mucus, ce corps mou, en fait, pardon, il est composé de quoi? Bah, d'un manteau qui va sécréter la coquille. Là, je vous montre un autre exemple de cette petite phylodine. Alors, voilà l'éponge dont je vous ai parlé, l'éponge jaune Vérongia. Et là, ce que vous voyez posé dessus, cette espèce d'arrondi qui a l'air, je sais pas très bien ce que c'est. On voit qu'il y a des petits bouts d'algues. C'est pas très clair. Bah, en fait, c'est la coquille, le petit chapeau de ce gastéropode que vous voyez aussi ici, toujours sur son éponge. Donc là, vous voyez le corps mou, la petite coquille externe qui ressemble un peu à un chapeau chinois. Je vous en montre un autre exemple ici. Et c'est ce manteau qui va sécréter la coquille, qui va grandir avec l'animal. Alors, parfois, euh, la coquille peut entièrement recouvrir le corps, d'autres fois, comme sur cette photo, en fait, le corps ne sera pas forcément entièrement recouvert. Alors, ce corps, qu'est-ce qu'il va avoir aussi? C'est un pied extrêmement musclé qui va servir au déplacement ou bien à l'enfouissement. Comme on le verra plus tard, en fait, certains mollusques sont capables de s'enfuir dans le sol meuble, dans le substrat. Et donc, c'est grâce à ce pied qu'ils vont pouvoir écarter les particules et pouvoir s'enterrer très facilement. Alors, voilà un autre exemple de pied. Est-ce que vous connaissez ce mollusque mis à l'envers? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aliotis? Oui, Non. Aliotis. Il y Mhm. a, il y a des Bretons parmi nous. Donc voilà. Pas vraiment. Pas vraiment. Ou certains qui ont plongé en Bretagne. Les normaux. Mhm. Voilà, c'est Aliotis, l'ormeau. Et le voici. Donc là, à l'envers, vous voyez son pied qui fait ben, voilà, pratiquement tout le corps de l'animal. Là, je suis en train de l'entourer. Et puis, vous voyez le manteau qui va jusqu'au rebord de la coquille. Et revoilà donc Aliotis, l'ormeau, avec son manteau qui dépasse. Donc là, celui-ci était en plein déplacement. Et lorsqu'il est en mode repos ou lorsqu'il se sent menacé, en fait, il rétracte complètement son manteau dans la coquille. Et là, vous avez beau essayer de le décoller du substrat, avec un pied pareil, c'est impossible de le décrocher. Donc, il faut vraiment attendre qu'il soit serein, qu'il soit en déplacement pour, par surprise, arriver à le décrocher et regarder à quoi il ressemble. Et puis là, je vous ai mis un céphalopode, donc un ami poulpe. Et là aussi, donc son corps qu'on appelle le manteau. Et lui, en fait, de pied, il va avoir 8 tentacules qui vont lui servir à plein de choses, comme on le verra un peu plus tard. Et si, là, je vous ai fait un petit zoom. En fait, la caractéristique chez les céphalopodes, en fait, c'est que donc, leurs tentacules sont munis d'un nombre incroyable de ventouses, dont, dont la capacité de succion ou d'adhérence est extraordinaire. Et là, je vous ai mis juste cette photo de petits poulpes rencontrés lors d'une plongée il y a une semaine en fait, et avec lequel je me suis amusée. Donc vous avez mon doigt qui vous montre l'échelle du poulpe, donc il est vraiment tout petit. Et puis je me suis amusée à le mettre près de lui, et puis voilà, il a décidé, il m'a ventousé. Il m'a ventousé et il s'est endormi. Et je suis restée 10 minutes comme ça. Donc j'ai une témoin, c'est Lynn qui tournait autour de moi.
en se disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et je tirais pour retirer mon doigt, mais Monsieur Poulpe ne voulait pas le lâcher. Donc, aussi petit fut-il, en fait, la, la, la capacité d'adhérence de ces ventouses est vraiment extraordinaire. Donc, je tirais mon doigt, il tirait de son côté, je tirais, il tirait. Puis, il a fini par s'endormir. Et donc, très délicatement, il a fallu décoller chaque ventouse une par une, sans me déranger. Et on a réussi parce qu'il a même pas ouvert les yeux, il n'a pas bronché. Il a continué sa sieste. Et donc, juste pour vous dire, chez certains mollusques, donc vous avez un pied unique qui va avoir une capacité d'adhérence sur le substrat qui est considérable, même si votre mollusque est tout petit. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de décoller des patelles. Ça vous est arrivé? Ce qu'on appelait quand on était petit les chapeaux chinois, les petites patelles. Oui. Ben, on n'y arrive pas. Et les poulpes, là aussi, en fait, si un jour vous allez plonger avec les poulpes géants du Pacifique, je crois qu'il y en a aussi quelques-uns qui sont très grands dans le golfe du Saint-Laurent. Si vous en voyez un, surtout éloignez-vous du fond, parce que si le poulpe est intéressé par vous et veut jouer, donc il y a jamais, c'est jamais, euh, il vous prend jamais pour une proie, mais simplement parce qu'ils sont curieux et il vient vers vous et avec ses tentacules, il commence à vous explorer. Et s'il décide de vous ventouser et qu'il s'accroche au substrat, vous n'arriverez pas à remonter en surface. Et malheureusement, ben, comme on est limité en air, s'il faut que vous remontiez à un moment, vous n'aurez pas d'autre choix que de couper le tentacule du poulpe. Donc, si jamais un jour vous allez plonger avec les poulpes géants, vous restez en pleine eau et s'il faut remonter, ben, vous remontez à la surface avec le poulpe qui finira par partir. Donc, c'était une petite parenthèse, mais c'est vrai que ce pied musculeux ou ces tentacules musculeux sont vraiment extrêmement puissants par rapport à la taille de l'animal. Et quand je vous disais que c'était des animaux avec des vrais tissus, donc avec des cellules différenciées, donc eux vont avoir un appareil digestif complet, donc avec une bouche, un tube digestif, un estomac et un anus. Ils ont également des branchies pour la respiration. Et là, je vous ai mis quelques exemples de branchies. Donc, je reviens à la petite thylodine. Et oui, je vous avoue que c'est l'un de mes petits gastéropodes préférés. Euh, et j'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion de plonger en Méditerranée pour en voir. Et là, juste pour vous montrer, voilà sa branchie. Donc, quand elle ne se sent pas menacée, qu'elle est bien détendue, en fait, elle sort sa branchie. Dès qu'elle se sent menacée, elle va rentrer la branchie, elle va la camoufler sous sa petite coquille. Donc là, sur ce spécimen, la coquille est couverte d'algues. Celle-ci est bien détendue. Ce que vous voyez ici, c'est en train cette espèce de petit serpentin jaune sur la droite de l'animal. En fait, c'est sa ponte. Elle est en train de pondre. Et elle pond sur l'éponge pour que les petits, dès la naissance, puissent se nourrir. Et là, je vous ai mis un zoom de la branchie et vous voyez que le détail est assez extraordinaire. En fait, vous voyez toutes ces ramifications. C'est fait pour augmenter la surface d'échange entre l'eau dans laquelle l'oxygène est dissous et l'animal et permettre une absorption maximale, une récupération maximale de l'oxygène dissous dans l'eau. Je vous ai J'ai une mis... question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est un lièvre de mer là que tu nous présentes? Non, c'est un gastéropode aussi, mais c'est une thylodine. Et ça fait C'est une autre partie de quel groupe?
Enfin, sous Alors, l'eau. ça fait partie. Alors, je vais pas dire bêtises, il faut que je revoie. Je crois que c'est dans les opistobranches. Donc, Ok. voilà. Donc, c'est pas une limace de mer parce qu'elle a une coquille, enfin un petit chapeau. Mais voilà, c'est la même catégorie. C'est Et les pour le gastéropodes. Et lièvre de mer aussi fait partie des gastéropodes, mais c'est des sous-classes. et merci. Et pour le poulpe, tout à l'heure, tu disais il faisait sa sieste, etc. Comment tu peux savoir qu'il dort en fait? Bah, simplement, enfin, j'ai supposé qu'il dormait. Enfin, alors, déjà, c'est parce il bougeait absolument pas. Il était au repos. Il avait les deux yeux complètement fermés. Il n'y avait aucune activité apparente, parce qu'on aurait pu penser, voilà, peut-être qu'il était en train de manger. Il avait peut-être un coquillage situé sous son corps, mais il n'y avait absolument aucun mouvement. Et, euh, et aussi, il n'y avait pas de changement de couleur ou de texture. Et il était vraiment extrêmement calme. Et alors, pourquoi je dis aussi, je pense qu'il devait dormir, c'est pendant que je l'observais, j'ai vu qu'il y avait un ver de feu qui s'avançait vers lui et qui commençait à remonter sur un des tentacules. Alors, j'ai vu le tentacule qui tressautait un petit peu, parce que je pense que les soies du ver de feu ne devaient pas faire de bien au poulpe. C'est extrêmement urticant. Bon, je ne sais pas s'ils sont plus sensibles que nous, mais c'est vrai qu'ils ont un système nerveux qui est très développé. Donc, je pense qu'ils devaient sentir quelque chose. Et j'ai vu que le ver de feu commençait à essayer de grignoter une ventouse. Et le poulpe, visiblement, ça le titillait un peu, mais il bougeait pas. Enfin, il bronchait pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, il y avait un petit bout, une petite baguette de bois dans l'eau, je l'ai prise, j'ai soulevé délicatement le verre de feu, et puis, enfin, avec ma main libre, et puis je l'ai posé 50 centimètres plus loin du poulpe. Et voilà, le poulpe a continué. Et bon, il était visiblement en pleine forme. Parce qu'on aurait pu penser, voilà, peut-être qu'il était affaibli, mais il n'était pas du tout amaigri ni rien du tout. Et c'est vrai que la plupart du temps, les poulpes vivent plutôt la nuit, ils chassent la nuit, ils sortent de leur trou la nuit. Donc je pense qu'il se reposait, qu'il était assoupi, mais voilà. Donc je ne vais pas faire d'anthropomorphisme, mais c'est l'impression que j'ai eue. Hmm. Ok, merci. Il a pas cherché à fuir du tout, quoi. Et c'est vrai que si je reviens vite fait en arrière, hein, où il était quand même hyper bien camouflé. Donc, tu vois, en fait, voilà, il bougeait pas. Et là, je vous ai mis un autre exemple donc ça, c'est une Doris, hein, donc ce qu'on appelle la Doris dalmatienne, là aussi que vous verrez en Méditerranée. Et elle aussi a des branchies. Alors, ce que vous voyez ici, les petits trous à cet endroit-là ou là, c'est l'anus de l'animal. Euh, donc, si l'anus est ici, la tête, et normalement, il y a comme des petites antennes, ce qu'on appelle des rhinophores qui sortent, il y en a deux, qui sont là, et la bouche est située en dessous, au contact du substrat. Et quand l'animal se sent menacé ou se protège ou est au repos, en fait, ces rhinophores, ces antennes sont rétractées, ainsi que la branchie. Et par contre, quand il se sent bien, alors je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez les rhinophores, il y en a un là et le deuxième est ici, donc à l'avant. Et là, vous voyez la branchie qui est sortie. Et voilà un détail aussi de la branchie. Et dès que vous l'éclairez ou si vous faites un petit courant d'eau avec votre main, tout de suite, ça se rétracte je dirais, en moins d'une seconde, quoi. En quelques dixièmes de seconde, vous avez la branchie qui rentre à l'intérieur de l'anus. Alors, c'est vrai que les plongeurs en Méditerranée, bah, on s'amuse un peu avec cette Doris. En fait, on dit qu'elle a l'anus fleuri,
puisque c'est vrai que ça ressemble à une jolie fleur, mais il n'y a pas qu'en Méditerranée, et je vous montre cette Doris des Antilles, hein. Donc ça, c'est à la Pointe des Nègres qu'on l'a vue. Elle devait faire une dizaine de centimètres de long. La tête est située à l'avant. Là, vous voyez ces rhinophores ici. Il y en a un là, l'autre ici. Et au niveau de l'anus, vous avez sa branchie, dont vous voyez un détail. Et vous voyez vraiment la complexité de cet organe, dont le but est vraiment de maximiser les échanges gazeux entre l'oxygène dissous dans l'eau de mer et l'animal. Donc, il va récupérer un maximum pour pouvoir vivre. Et donc, autre caractéristique de ce corps, hein, c'est que les mollusques ont une tête, et je vous ai mis trois petits points de suspension, car comme vous vous en doutez, si la plupart ont une tête, donc là je reviens sur la petite Élodine, et je ne sais pas si vous arrivez à voir là les petits points noirs où je mets ma souris, ils sont tout petits petits. Ce sont ce sont ces taches oculaires, en fait, ces yeux. Alors, on ne sait pas exactement comment ils voient, mais ils sont extrêmement sensibles à la lumière. Après, voilà, ils distinguent le mouvement, ils distinguent la lumière, les couleurs, on ne sait pas. Et là, au passage, vous avez la bouche de la Thylodine, et vous voyez son petit chapeau, sa petite coquille, là, qui est mise un petit peu de travers, et la branchie, en fait, sortirait sur le côté. Alors, chez cet animal, chez cette espèce, en fait, euh, contrairement au Doris juste avant, où la branchie est symétrique, sort de l'anus, en fait, c'est un arrondi. Lui, vous avez vu, ça ressemble un peu à une feuille qui sort que d'un seul côté, qui fait que, alors on distingue un petit peu là quelques détails de la branchie, qui fait que sa coquille est un petit peu penchée. Et voilà, la tête encore de la thylodine, avec voilà, ses taches oculaires ici, sa bouche, et puis là, ces rhinophores qui sont aussi des organes sensoriels. Et ici, vous avez reconnu l'œil de qui? Poulpe, C'est la tête de qui? Le poulpe. Et là, c'est l'œil de qui? La sèche. Sèche. La sèche. Donc, vous voyez la différence au niveau des paupières, hein. En fait, lorsque l'œil se ferme, vous n'avez pas du tout la même forme. Enfin, c'est un détail, parce que le corps est très différent. Mais au niveau des yeux, c'est une différence qui est notable. Et puis là, je vous ai remis l'ormeau, donc Haliotis, où lui aussi a une tête, et vous pouvez voir des yeux de chaque côté, ces jolis yeux bleus qui sortent à l'avant, et donc le manteau, et vous avez plein d'appendices tout le long du corps aussi, des appendices sensoriels, dont deux qui sont plus longs à l'avant. Vous reconnaissez cet œil-là? excuse-moi. Du Oui, coup, vas-y. sur l'ormeau, Oui, il y a une série de trous dans sa coquille. oui. Ils servent à quoi, les trous? Bonne question. Moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que il y a certains de ces appendices qui sortent par les trous lorsque l'animal se déploie. Alors, est-ce que ça lui permettrait pas d'avoir des capteurs vers le milieu extérieur quand il est réfugié sous sa coquille? Ça lui permet aussi un échange gazeux, parce qu'en fait, quand il est vraiment fixé sur le substrat et dans sa coquille, en fait, il est indélogeable. Donc, tu peux même pas passer quelque chose entre la roche et la coquille. Donc, je pense que ces trous, ça lui permet des échanges avec le milieu extérieur. Sinon, ce serait complètement hermétique. Et donc, du fait d'avoir ces trous, ça lui permet de rester très longtemps comme ça. Ça lui permet de respirer, probablement peut-être d'évacuer des déchets.
Et ce que j'imagine, alors on ne voit pas très bien sur cette photo, mais peut-être ici au deuxième trou, on voit un appendice qui sort. Je pense que ça lui permet de... C'est des appendices sensoriels, donc un petit peu de tester son De palper. environnement, de palper en quelque sorte et de voir, bah voilà, est-ce que je peux sortir ou est-ce que je reste encore réfugiée sous ma coquille, bloquée sur le substrat. Mais voilà, faudrait creuser peut-être un peu plus. Je n'ai rien lu à ce sujet, mais Ok, voilà, merci. c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais voilà, alors là aussi, quand on a des questions comme ça, moi je vous invite aussi tous, on est nombreux, là on est 17 connectés. C'est, bah voilà, on peut tous aller chercher euh, un petit peu à droite et à gauche et voir si on trouve ces informations et les partager ensemble au prochain cours. Mais oui, en fait, tu vois, c'est en regardant la photo du fait qu'on voit un petit appendice qui sort, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Maintenant, c'est vrai que bah, je ne suis pas une spécialiste de ces animaux, donc voilà, faudrait qu'on aille chercher un petit peu plus loin. Donc, si l'un d'entre vous trouve pour la semaine prochaine, euh, on partagera ou on se l'envoie par WhatsApp. Et là, vous l'avez reconnu? Ah oui, monsieur Lamby. Voilà, Monsieur Lamby, cet œil qui vous regarde. Donc lui aussi a une tête. Et voilà, ici sur la photo du bas, l'œil qui nous regarde. Alors en fait, il a deux yeux. Et comme je vous disais, j'ai mis une tête, trois points de suspension. Ça veut dire que certains mollusques n'ont pas de tête. Donc il y a toujours des exceptions à la règle. Et donc les bivalves bah, sont une classe de mollusques qui n'a pas de tête. Et là, je vous ai mis un exemple. Donc, c'est une coquille Saint-Jacques. Alors, elle n'a pas de tête, mais est-ce que vous voyez toutes ces petites billes noires que vous voyez ici? Voilà, ce sont des petits yeux. Donc, en fait, les bivalves ont, ont une grande quantité au niveau de chacune des valves. En fait, sur le manteau, ont plein de capteurs visuels. Donc, quand ils sont ouverts, vous avez plein de petits yeux qui vous regardent. Et donc, ce corps mou, c'est vraiment l'une des caractéristiques, l'un des critères exclusifs des mollusques et qui leur a donné leur nom. En fait, mollis en latin, ça veut dire mou, donc mollusque. Et c'est ce qui va donner lieu au signe qui est utilisé en plongée pour désigner un mollusque. Est-ce que vous le connaissez, ce signe? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Je vous le mets, en fait. Alors, je vous avouerai, moi, je le fais pas tout à fait comme ça. Le signe fédéral, c'est vous prenez votre joue et vous la pincez. Mais bon, c'est pas très agréable. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est on met les doigts sur la joue et puis on tapote la joue d'un air de dire, bah, c'est mou, plutôt que la pincer et la serrer. Et ce geste, bah voilà, on se tapote la joue, c'est mou. Vous l'utilisez, que ce soit pour un bivalve, un gastéropode ou un poulpe, une sèche, voilà, pour tout mollusque. Ça veut dire mou. Autre caractéristique, maintenant, si on rentre un peu dans la vie privée de nos chers mollusques, en fait, la reproduction se fait uniquement par voie sexuée. Donc là, je vous ai mis un autre exemple de Doris. Et chez les limaces de mer, la reproduction, alors vous saurez qu'ils sont en train de s'accoupler, c'est parce qu'ils sont tête bêche. Donc là, vous voyez, vous avez la tête de celui-ci qui est là. Normalement, si les branchies étaient sorties, elles sortiraient ici pour cet animal.
Et puis l'autre, sa tête est ici, avec ses deux rhinophores, et la branchie sortirait là. Et voilà, la façon dont ça se fait, c'est... Ah, attendez, je le remets. Euh, donc, il s'accouple en fait par le flanc, voilà, par le côté. Et ce sont des hermaphrodites. Donc, il va y avoir non seulement un échange d'ovules, mais aussi un échange de spermatozoïdes. Donc, chacun des individus, en fait, va pouvoir émettre ensuite des œufs. Et chacun va féconder l'autre aussi. Alors, un autre exemple de mollusque dans les gastéropodes, donc vous avez notre monnaie caraïbe à ocelles, en fait, qu'on rencontre sur toutes les gorgones. Et là aussi, en fait, quand vous en voyez deux comme ceci, avec le manteau de l'une qui commence à recouvrir le manteau de l'autre, en fait, c'est soit qu'elle se prépare à un accouplement ou que l'accouplement vient de se terminer. Donc là, cette fécondation donc, se fait de manière interne. Chez le poulpe aussi, chez les céphalopodes, ce sera de manière interne. Alors le poulpe, je vous en dirai un petit mot quand on fera les céphalopodes. Mais quand vous voyez deux poulpes comme cela immobiles, alors c'était pas le cas de notre petit poulpe tout à l'heure que je vous ai montré en photo, mais c'est vrai que quand vous êtes, parce qu'il était très petit comme taille, mais quand vous voyez un poulpe adulte qui est immobile euh, sur le substrat et bien visible en journée, euh, dans la période de juin-juillet, cherchez bien, parce que très souvent, vous verrez un tentacule comme celui-ci qui part dans une direction, et si vous le suivez, vous allez voir qu'il arrive à une cavité, et dans la cavité, vous avez très souvent un autre poulpe qui est caché. Le poulpe qui est caché, c'est madame. Le poulpe qui est à l'extérieur, c'est monsieur. Et en fait, bah oui, le poulpe, il a l'un de ses tentacules qui est muni d'un petit canal. Et à l'extrémité du tentacule, il n'y a pas de ventouse. Et quand il va s'accoupler, en fait, tous les spermatozoïdes vont remonter dans le canal le long du tentacule pour aller à l'intérieur d'une poche euh, qu'a la femelle. Et tous les spermatozoïdes vont être déposés et ensuite la femelle va féconder ses ovules et pondre les œufs. Mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Donc c'est de la fécondation interne. Chez les sèches aussi. Donc là, l'accouplement se fait de face. Et voilà, vous avez un autre exemple d'accouplement chez les sèches. Et je ne sais plus à qui je l'ai dit parmi vous, mais parfois, quand vous rencontrez des sèches sous l'eau, elles ont leurs deux tentacules buccaux, ceux à l'avant, qui sont redressés en l'air. Hmm. Et un moyen de les attirer, alors je sais que sous l'eau, j'ai montré ça à Lynn, en fait, vous prenez votre index et votre majeur, vous pliez tous vos autres doigts, vous gardez simplement votre index et votre majeur, et puis vous les pliez, tendez, un petit peu comme les tentacules, comme fait la sèche avec ses deux tentacules buccaux. Et vous verrez que parfois, la sèche qui est en train de faire ça va s'approcher de votre main en pensant que c'est une autre sèche. Et, et voilà, donc à vous de retirer votre main avant d'en arriver au stade de la photo que je vous présente. Mais voilà, si vous voulez voir une sèche de près, de très près, ça peut être un moyen de l'attirer vers vous ou de faire que elle va s'immobiliser, elle va pas prendre la fuite tout de suite, elle va se dire, tiens, il y a j'ai peut-être un partenaire qui est dans les parages. Tu disais qu'il y avait des hermaphrodites. Du coup, les poulpes et les sèches sont pas hermaphrodites. Eux ne le sont pas. Eux ne le sont pas. D'accord. Voilà. Alors en fait,
Quand je parlais des hermaphrodites, c'est principalement chez les gastéropodes, pardon. Ok. Mais, euh, mais voilà, en fait, il y a d'autres espèces qui sont dioïques. Dioïque, ça veut dire qu'il y a des individus mâles et des individus femelles. Et, euh, et chez d'autres, il y a même aussi des changements de sexe au cours de la vie et parfois au cours des saisons. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, donc chez les mollusques, la reproduction se fait uniquement par voie sexuée, avec fécondation interne ou en plein eau. Par contre, en plein eau, ça sera pour les espèces fixées, comme par exemple les huîtres ou les moules. En fait, toutes les espèces en fait, pour lesquelles deux individus ne peuvent pas se rencontrer. Et justement, on y vient, voilà. Donc, certaines espèces sont dioïques, mâles ou femelles. Certaines sont hermaphrodites permanentes, d'autres sont hermaphrodites alternées, avec changement de sexe au cours de la même saison de reproduction ou bien d'une saison à l'autre. Donc là, ça va vraiment être au cas par cas. Et ce sera plus chez les gastéropodes qu'on va rencontrer ça. Alors, oui, mais voilà, je vous avais mis cet exemple en fait d'huîtres, simplement parce que ça fait partie de celles qui vont émettre les gamètes en pleine eau. Alors, au niveau de la reproduction, donc une fois que les ovules ont été fécondés, donc alors, soit les spermatozoïdes et les ovules, vont se rencontrer en pleine eau. Donc, ça va être comme ce qui est le cas, par exemple, pour les cnidaires ou donc, euh, enfin, l'une des phases de reproduction des cnidaires, parce que les cnidaires ne font pas que de la reproduction sexuée, ils font aussi de la reproduction asexuée. Euh, pour les individus qui se rencontrent, vous allez avoir une ponte. Donc là, je vous ai mis une ponte de calamar. Ici, vous avez une ponte de gastéropodes où vous allez avoir des petits rubans. Et vous voyez toutes les petites billes, en fait, tous les petits ronds, chacun est un œuf. Et vous aurez soit des larves, soit des juvéniles. Donc, si vous avez des larves, vous allez arriver au stade adulte. Donc là, vous avez un exemple de larve de mollusque au stade adulte en passant par ce qu'on appelle une métamorphose. Là, la larve dont je vous ai mis un exemple, c'est un autre nudibranche. En fait, c'en est un de Méditerranée qu'on appelle Janolus cristatus, que vous avez ici, qui est un très joli petit nudibranche. Alors que si vous avez directement des juvéniles, ce qui est le cas pour certaines espèces, donc à partir des œufs, vous n'aurez pas une larve, mais vous aurez des juvéniles. Dans ce cas, c'est simplement par croissance que vous allez passer du stade juvénile au stade adulte. Vous n'aurez pas de métamorphose. Donc vous avez les deux types d'évolution en fonction de l'espèce pour les mollusques. Donc, soit à partir de l'œuf, vous allez avoir une larve qui par métamorphose vous donnera un adulte. Et en général, la larve ne ressemble absolument pas à l'adulte. En fait, quand vous voyez celle-ci, on ne peut vraiment pas deviner que ça va donner ce petit nidibranche. Alors que certains œufs vont donner naissance à des juvéniles. C'est le cas notamment, ici, je vous ai mis une espèce de poulpe. Et une fois qu'il sort de l'œuf, en fait, il va simplement grandir jusqu'à atteindre sa taille adulte. C'est le cas des seiches aussi et des calamars. Et tous ceux qui passent par le stade larvaire auront une larve trochophore. Donc voilà, je vous ai remis, j'avais oublié que je vous avais mis celle-ci aussi. Donc voilà, encore la larve trochophore. Et si là sur cet exemple, en fait, c'est bien sur ce schéma, c'est que la larve, en fait, elle a déjà tous ses organes. Donc, elle est minuscule, mais vous avez une bouche, vous avez un anus, vous avez un estomac, un système digestif, donc un système de filtration, des reins, enfin, il y a absolument tout.
Et, euh, et voilà, deux exemples de larves trochophores, hein. Donc, vous voyez, bah, il y a la petite couronne de cils qui va tourner. Et par métamorphose, bah, celle de gauche va vous donner un chiton et celle de droite va vous donner un ormeau. Mais n'oubliez pas que les larves trochophores, on a vu la dernière fois, il n'y a pas que les mollusques qui ont ce type de larves particulières. Donc, vous avez aussi d'autres groupes. Mais voilà, donc c'est vrai que quand vous tombez sur ce type de larves, si vous échantillonnez du zooplancton, alors tout à l'heure, en début de séance, on parlait du zooplancton qu'on est en train de voir en ce moment. Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est se fabriquer des filets avec des chaussettes bas et puis le ramasser et regarder au microscope à très fort grossissement. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien ramasser. Alors, vous voyez, c'est tout petit, hein, là, l'échelle est de 100 microns. Euh, on pourrait regarder si on trouvait des larves comme ça, à moins d'être vraiment un spécialiste du groupe animal. En fait, c'est quasiment impossible de dire ce que la larve va donner en se métamorphosant. Et, euh, et c'est vraiment, en fait, voilà, un spécialiste des gastéropodes arrivera peut-être à vous dire, bah là, cette larve que je suis en train de voir, c'est celle de l'ormeau, mais je dirais presque, en fait, c'est plutôt un spécialiste de l'ormeau qui pourra la reconnaître, parce que tous les spécialistes de gastéropodes ne pourront pas dire nécessairement que c'est celle de l'ormeau. Donc, il va y avoir plein de petites distinctions. Vous voyez, ça va être la forme de la partie supérieure ou de la partie inférieure, la longueur des cils, etc., qui vont faire qu'on va pouvoir les reconnaître. Alors, autre caractéristique des mollusques, en fait, ça va être au niveau de l'alimentation. Donc, vous allez rencontrer de tout. Il va y avoir des filtreurs, hein. Ça va être principalement tous ceux qui vont être fixés. Euh, il y aura des brouteurs d'algues. Donc, en général, ça va être vous allez les rencontrer chez certains gastéropodes. Je suis en train de penser justement à nos petites patelles, en fait, nos petits chapeaux chinois qui broutent les algues. Et oui, il faudra que je pense à vous sortir des photos de patelles. Mais en fait, elles broutent les algues qui sont sur la roche tout autour d'elles. Et elles broutent les algues à marée haute quand elles sont sous l'eau. Et à marée basse, en fait, elles sont fixées au rocher. Et quand elles vont se fixer au rocher à marée basse, c'est toujours, toujours, toujours au même endroit. Et une patelle, en fait, si un jour vous en décrochez une, il faut vraiment surtout la remettre à l'endroit exact où vous l'avez pris, parce que voilà, elle a fait sa petite empreinte, et c'est celle qui va lui permettre, en fait, d'être complètement étanche à marée basse, de garder un petit peu d'eau dans sa coquille. Donc, elle a fait son empreinte qui va lui permettre de survivre le temps que la mer revienne et qu'elle soit à nouveau submergée. Donc, c'est vraiment particulier chez les brouteurs, cette caractéristique. Et puis, vous avez beaucoup de prédateurs. Donc, d'autres gastéropodes sont des prédateurs notamment des polypes des cnidaires. Donc, beaucoup d'undibranches, en fait, se nourrissent de tout petits cnidaires, des polypes. Et ce qu'ils vont faire, ils vont prélever les cnidocytes, les cellules urticantes, et ils vont les stocker dans des papilles qu'ils ont sur le dos pour avoir un mécanisme de défense contre leurs propres prédateurs, qui sont en général des poissons, ça peut être aussi des vers. Et donc, en stockant les cnidocytes des cnidaires qui mangent, ils vont se fabriquer aussi un mécanisme de défense. Et puis, vous avez des détritivores aussi, et c'est extrêmement variable selon les espèces. Alors, pour se nourrir, ils vont avoir une structure buccale qui est spécifique.
qu'on appelle la radula. Donc la radula, ça va être l'un des critères spécifiques des mollusques. Et là, je vous ai mis un zoom d'un détail de cet organe. Alors, qu'est-ce que c'est la radula? C'est en quelque sorte, c'est ce que vous allez voir ici, qui est en gris, un petit peu dentelé, euh, et qui va sortir ici. Donc, en quelque sorte, c'est une espèce de ruban, un petit peu comme un tapis, qui est muni de plein de petites dents en chitine. Donc, ça ressemble en quelque sorte à une râpe. Et donc, pour se nourrir, pour brouter les algues sur le rocher, eh bien, vos, vos mollusques, alors ça va être surtout les gastéropodes, vont racler cet organe sur la roche pour arracher les particules de végétaux, de matière en décomposition. Alors, je dis végétaux, mais ceux qui sont aussi des détritivores ont le même type d'organe et pour arriver à arracher les particules à la matière en décomposition, ils vont utiliser cette râpe. Donc, ils vont la faire aller et venir entre l'intérieur de leur bouche et l'extérieur pour pouvoir s'alimenter. Et qui n'a pas un tel organe? Bah, les bivalves, simplement parce que les bivalves, ce sont des filtreurs. Et puis, alors là aussi, la diapositive suivante, vous avez une photo au microscope d'une radula. Donc, vous voyez toutes les petites dents. Donc, c'est extrêmement efficace pour râper et décrocher des particules. Et puis, je vous ai dit donc, les bivalves n'en ont pas et les céphalopodes n'en ont pas non plus. Donc, les seiches, les calmars, les poulpes, eux, vont avoir à la place, en fait, ce qu'on appelle un bec corné, un petit peu comme un bec de perroquet, qui est situé à l'extrémité de l'orifice buccal. Donc, vous voyez, là, il y a les tentacules. Et si vous regardez bien la prochaine fois que... Alors, les poulpes, en général, on ne le verra pas parce qu'ils ont leur bouche qui est plutôt plaquée sur le fond. Mais par contre, vous pouvez peut-être le voir sur les calmars ou les seiches, au milieu des tentacules. On peut arriver à voir le bec et là, vous avez un exemple de schéma. Donc, lui aussi, il est fixé en chitine et il est formé de deux mandibules. Donc, il y en a une ici, une là. La partie inférieure chevauchant la partie supérieure. Et c'est un bec qui est extrêmement dur et tranchant. Euh, En général, on se fait jamais mordre, entre guillemets, enfin jamais, on dirait plutôt pincer par un bec. On se fait jamais passer par un bec de sèche ou de poulpe. Mais à moins de vraiment, vraiment embêter un poulpe, c'est ce qui produit des témoignages en aquarium des gens qui embêtaient un poulpe et qui a fini par se défendre. En fait, c'est vraiment très tranchant. Et en fait, bah, les poulpes, vous voyez bien, ils se nourrissent entre autres de crustacés. Et donc, bien sûr, ils utilisent leurs bras, leurs tentacules, la force de leurs bras, la force musculaire et leurs ventouses pour écarteler le crustacé. Mais pour casser la carapace et pouvoir manger la chair du crustacé, ils vont carrément trancher à l'intérieur de la carapace. Et en fait, ce bec, c'est la seule partie rigide de, de vos céphalopodes. Et vous savez tous, en fait, que un poulpe, ça peut passer par n'importe quel trou, aussi petit soit-il. Et en fait, c'est pas aussi petit soit-il. Le trou par lequel un poulpe peut passer, en fait, c'est le trou par lequel son bec peut passer. C'est ce qui va conditionner le passage du poulpe. Si le bec peut passer, le reste du corps de l'animal étant mou, va pouvoir passer.
Donc là, si je récapitule, donc vos mollusques, si vous devez retenir, les caractères exclusifs, un manteau sécréteur de coquilles, sachant que pour, pour les poulpes et les limaces de mer, il n'y a pas de coquille, mais sinon pour tous les autres, il y a une coquille. Donc manteau, c'est le corps mou, et une structure buccale chitineuse qui peut être soit une radula, cette espèce de râpe où vous avez plein de petites dents, ou alors un bec. Donc ça, ce sont vraiment les signes distinctifs. Excusez-moi. Et attendez, je n'ai plus la main sur mon PowerPoint. Il ne veut plus avancer. Pourquoi? Là, il m'a agrandi. Voilà. Et donc maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques en fait les communes, les critères communs aux mollusques, on va voir un petit peu les différents groupes. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, donc c'est bon. Moi, j'- Moi, j'ai eu un problème de connexion à un moment. Donc, en fait, le bec, c'est uniquement chez les céphalopodes. Oui, D'accord. c'est uniquement chez les céphalopodes. Et Merci. je t'en prie. Et donc voilà, on va voir jusqu'où on peut aller. Mais voilà, je vais juste vous montrer quelques exemples quand même pour les trois premiers, même si on ne les rencontre pas en plongée. Mais bon, il y en a quand même plusieurs, plusieurs espèces qui existent. Alors, il y a les solénogastres, hein. Et là, je vous ai mis un exemple. En fait, ce sont des petits mollusques qui sont primitifs, qui ressemblent... alors, c'est vrai qu'on ne les rencontre pas parce qu'ils vivent en général dans le sol ou fixés sur des végétaux ou sur d'autres mollusques. Donc, ils sont peu visibles. Et quand on les voit, en fait, ça ressemble plutôt à un ver sans coquille. Donc, quand on les voit, ben, on pense pas du tout à un mollusque. Et on rencontre ça, c'est plutôt dans des mers tropicales. Mais voilà, c'est très rare. Et en fait, si on tombe là-dessus, voilà, c'est plutôt après coup qu'on pourra l'identifier. Mais voilà, quand vous voyez ça, en fait, la plupart du temps, si vous le voyez, on pense à tout sauf à un mollusque. Après, vous avez la classe suivante euh, qui est aussi... non, c'est toujours la même, en fait, les solénogastres. Donc, une autre espèce ici, qui, elle, vit plutôt dans... Elle, je crois, de mémoire, en fait, c'est plutôt en Arctique que vous allez la trouver. Et donc, vous voyez la forme que ça a. Donc, ça ressemble... oui, enfin, ça a un corps mou, mais voilà, on pense pas forcément non plus à un mollusque. En fait, ça ressemble... on peut penser à un ver. Quelque chose... On pourrait penser aussi à un concombre de mer quand on le voit, mais il s'agit bien d'un mollusque. Donc, la classe suivante, euh, donc en voici un exemple. Donc, eux aussi sont très peu visibles parce qu'ils vivent dans la vase et leur corps mou est entièrement recouvert par des écailles calcaires. Et, euh, et là aussi, en fait, alors c'est des dimensions qui sont pas très grandes, ça peut être quelques centimètres, et ils vivent verticalement la tête en bas dans la vase. Donc, il est possible d'en rencontrer, mais c'est pas très fréquent. Mais voilà, si jamais vous êtes dans un endroit où de la vase a été retournée et que vous tombez sur quelque chose, un animal qui ressemble à ça, bah c'est un mollusque. Enfin, le troisième exemple qu'on ne voit pas très souvent non plus, en fait, ce sont des mollusques qui vivent plutôt dans les grandes profondeurs. Donc là, c'est peu visible pour les plongeurs. Et ils ont une coquille unique
en forme de chapeau. Alors, il y a quand même quelques mollusques qui font pas partie de cette classe, qu'on appelle les alcyons, et qui ressemblent énormément. Et je vous avoue que j'ai cherché cet après-midi. Et en fait, non, les alcyons sont dans les gastéropodes, alors que ceux-ci ne font pas partie des gastéropodes. Et quand vous voyez cette photo, ça fait vraiment penser à un alcyon aussi. Donc, c'est curieux. Donc, voilà, c'est l'une des étrangetés de la classification actuelle. Alors, peut-être que qu'ils seront mis dans les gastéropodes plus tard, du fait que les alcyons en fassent partie. Euh, c'est, Comme je vous l'ai dit, la classification évolue en permanence. Mais c'est vrai que quand on voit la structure avec la coquille, les organes, le pied, on pourrait très bien se dire qu'on pourrait les mettre dans les gastéropodes. Les Enfin, dentales. Une question. vas-y, oui. Tous ces mollusques vivent dans la mer ou il y en a aussi dans l'eau douce? Alors, il y a quelques mollusques qui vivent en eau douce. Là, ceux Il y a que les moules, je il y a vous ai les montrés huîtres. jusqu'à maintenant, ceux que je vous ai montrés, là, les trois premières classes, c'est en milieu marin. D'accord. Après, dans les bivalves, il y a des bivalves d'eau douce et la plus grande partie, c'est des bivalves marins, mais il y a des bivalves d'eau douce. Je sais pas qui j'ai entendu dire les huîtres, mais oui, des huîtres d'eau douce. Et notamment, en fait, il y a des huîtres d'eau douce perlières qui sont élevées au Vietnam et au Cambodge. Il y en a pas mal, enfin, il y a pas mal d'élevages là-bas, donc des perles d'eau douce. Et les gastéropodes aussi. Donc, et les gastéropodes, en fait, c'est la seule classe où vous allez avoir des terrestres dans les mollusques. Donc, toutes les autres classes, ce sont des animaux aquatiques. Euh, Uniquement chez les bivalves et les gastéropodes, on en trouve d'eau douce. Et les gastéropodes, vous pouvez en avoir aussi des terrestres, en l'état actuel des connaissances. Parce que après, comme je l'ai dit, enfin, on découvre encore des tas d'espèces. Peut-être qu'en eau douce, on n'a pas tout découvert encore. Et le dental, alors oui, alors figurez-vous que, ou scaphopodes, c'est aussi son nom. Donc vous avez reconnu la coquille conique qui ressemble un petit peu à une défense d'éléphant. C'est ouvert aux deux extrémités. Alors les plus grands font 15 cm de long. Et là, vous avez une coupe. Alors, ce qui serait là, à l'extrémité, l'ouverture la plus grande sur la photo, c'est là que vous allez trouver la tête et puis le pied et puis ce qui ressemble, alors, ça s'appelle des captacules. En fait, c'est des petits tentacules. Ils sont vraiment très, très petits par rapport au corps de l'animal. Ils font quelques millimètres. Et là, je vous ai mis le schéma. Et pourquoi je passe un petit peu de temps dessus, c'est que en fait, ce sont des animaux qui sont exclusivement marins, qui en principe vivent principalement en eau profonde. Ils sont enfouis dans le sédiment, préférence dans du sable, la tête en bas. Et figurez-vous que bah, le mois dernier, j'en ai vu deux à la Pointe des Nègres, qui étaient pas très grands. Les coquilles devaient faire 3 cm de long. Et c'était en plongée de nuit, il y avait des petits tentacules à l'extrémité. Et manque de chance, c'était en fin de plongée. Euh, Mon appareil photo fonctionnait plus, la batterie était déchargée et j'ai pas pu les prendre en photo. Donc, si on ouvre bien les yeux, en fait, on peut en voir quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai mis eau profonde, mais 3 petits points de suspension, parce que j'ai dû les voir à 3 mètres de fond. Euh, 3 cm de long et c'était bien des dentales parce que on voyait ces petits tentacules qui sortaient par l'extrémité. Et c'est vrai que parfois, il nous arrive de trouver dans le sable des petits coquillages vides aussi. Oui, souvent, oui. Ouais. Et donc, ces petits tentacules, ils servent à capturer la nourriture et puis ils servent aussi euh, avec, en fait, vous avez aussi des petits impadices sensoriels.
qui permettent d'évaluer le milieu. Et eux, ils font partie des mollusques de sexe séparé. Donc, vous avez des dentales femelles et des dentales mâles. Et la fécondation se fait dans l'eau de mer. Les femelles vont relâcher les ovules et les mâles vont relâcher les spermatozoïdes et la fécondation se fera dans l'eau de mer. Alors, vous voyez Encore une question. Oui, vas-y. J'ai l'impression d'avoir vu des coquillages comme ça dans l'estran en Bretagne. Oui, Il y en a en Bretagne? oui, 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 tout à fait. d'accord. Tout à fait. On en trouve, il y en a dans toutes les mers du de globe. mer. Et moi, les plus grands que j'ai vus, je crois que ça devait être en Bretagne, peut-être 4-5 centimètres. Et là, j'ai vu qu'il y en a de 15 centimètres de long, ce qui est pas mal. Et voilà quelques exemples de dentales pris sur Doris. Celui-ci, tout à l'heure, vous m'avez cité le Kython, donc les polyplacophores. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont à la pointe des Nègres, ou qui viennent à la pointe des Nègres, il y en a plein sur les marches. On s'était amusé à les compter l'an dernier, il y en avait pas loin d'une quarantaine. Et leur caractéristique, en fait, c'est que leur coquille dorsale, elle est constituée de 8 plaques calcaires articulées. Et ces plaques, en fait, que vous voyez ici, donc on devine les articulations. Ces plaques se chevauchent et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir des cloportes quand vous les regardez. Et, et là aussi, eux sont vraiment extrêmement bien fixés sur le substrat. Donc, ils se déplaceront à marée haute quand ils sont recouverts par l'eau. Mais dès qu'ils sont découverts, en fait, ils sont complètement par leurs pieds, on peut dire, ventousés sous la roche. Et voilà, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez pour les décoller, vous n'y arriverez pas. Et le pied est extrêmement puissant. Donc là, vous avez une vue du dessus de la plaque sur ce schéma. Et puis par en dessous, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez le pied et puis la tête. Et donc voilà, il va se déplacer, il va se nourrir, il va botter les algues. Et les branchies, bah, c'est la même chose un petit peu que pour l'ormeau. En fait, les branchies sont situées sur tout le pourtour du corps, ce qui va lui permettre d'avoir un maximum d'échanges gazeux. Et oui, vous les observez plus facilement à marée basse, fixés sur les rochers. Euh, Eux sont exclusivement marins et les plus gros font une trentaine de centimètres de long. Donc là aussi, c'est plutôt en milieu tropical. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des brouteurs. Et voilà, donc là, c'est une photo que j'ai dû trouver sur Wikipédia. Il n'y avait pas la source, mais vous voyez. Alors là, par contre, en fait, en tout, il est noté qu'ils ont 8 plaques dorsales articulées. Et là, en vous le disant sur cette photo, je n'en vois que 7. Alors, est-ce qu'il y en aurait une ici, peut-être tout à fait à gauche, qui n'aurait pas été désarticulée? Je ne sais pas, mais c'est possible. Quand on compare à gauche et à droite, il est possible qu'il y ait un bout de plaque ici aussi. Et là, je vous ai mis quelques photos, en fait, d'un kython qui, vous voyez, quand il est ventousé sur le substrat, quand il est vraiment bien fixé, il est à plat. Et là, vous voyez que il s'est un petit peu rétracté. Et ça, c'était en Bretagne, en fait, sur l'estran. Bah, en fait, c'est celui de la photo précédente. Quand vous voyez comme ça, en fait, ça a été possible de le décoller. Et là, ça vous permet de voir à quoi il ressemble. Donc là, vous avez le pied. Et puis ici, le manteau. Et vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit que c'est un petit peu dentelé là, sur le côté. Et en fait, le petit liseré que vous avez tout autour, c'est là que se situent les branchies.
Et par contre, alors sa tête, je sais pas, je pense qu'elle serait plutôt sur la gauche, mais je sais pas, à moins que là, ça ressemble à la bouche. Enfin, très difficile à voir. Enfin voilà, il a rentré ses appendices, c'est difficile à voir. Et donc là, il commence à se retourner. Et quand il est dans cette position, bah, vous voyez, il se met en boule pour se protéger jusqu'à être complètement refermé de cette manière-là. Et quand il se sentira un peu plus tranquille, bah, il va se déplier, donc je passe en sens inverse. Et enfin, quand il aura la capacité de se retourner, et ensuite il ira se fixer sur le rocher comme ça. Et vous voyez que l'articulation des plaques est quand même extraordinaire parce qu'il arrive vraiment à se mettre en boule. Donc vous pouvez rencontrer, c'est possible sur l'estran, des individus qui soient en boule sous cette forme-là, dans cette attitude-là. Donc après les chitons, donc en fait les chitons sont la seule espèce de polyplacophore. Donc plusieurs plaques. Ce sont les seuls. Vous avez ensuite les bivalves. Alors, je jette un petit coup d'œil à l'heure. Donc, on va pouvoir faire les bivalves. Et donc là, vous avez tous reconnu les moules. Donc, les bivalves qu'on appelle lamellibranches. Et bivalves, pourquoi? Bah, tout simplement parce que leur coquille est constituée de deux valves. Alors, bah voilà, tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Ce sont des mollusques qui sont toujours aquatiques. Il y en a d'eau douce et d'eau de mer. Donc, on trouve les huîtres, les palourdes, les moules, les pétoncles, coquilles Saint-Jacques. Euh, le corps, il est aplati latéralement. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de tête. Elle a entièrement disparu. Le corps aplati, il est asymétrique. Alors, n'oubliez pas, les mollusques font partie des bilatéraliens. Donc symétrie bilatérale. Mais quand vous regardez une moule ou une huître, en fait, on voit pas du tout de symétrie bilatérale dedans. Et pareil, en fait, quand vous regardez les deux valves, la plupart du temps, elles ne sont pas symétriques. Dans quelques rares cas, elles le sont, mais là, chez la plupart des bivalves, elles ne sont pas symétriques. Et ces valves, en fait, sont articulées par une charnière et réunies par un ligament élastique. Et là, vous avez un exemple. Donc, vous voyez, en fait, la valve ici, c'est pas symétrique. Souvent, il y en a une qui sera plus grosse que l'autre. Et là, vous avez la charnière. Et on devine, en fait, le ligament qui est situé à cet endroit-là. Là, on voit la charnière du bivalve. Certaines espèces sédentaires sont fixées par l'une des deux valves au substrat. Ah, vous m'entendez toujours? Allô, allô? On a une coupure de courant. Allô, allô? Oh oh.